Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité du vote électronique avec Alexandre Deban. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Luca Hirschi. Bonjour Luca. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs No Limit Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors, en préambule, Alexandre, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors moi je m'appelle Alexandre Deban, je suis chercheur en informatique à l'INRIA à Nancy. Luca ? Moi, je suis également chercheur dans la même équipe à INRIA à Nancy également. Alors, quand on parle de vote électronique, on parle de quoi ? Alors quand on parle de vote électronique, on distingue en général deux grandes familles de vote. Donc ça va être soit voter sur des machines, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis par exemple, ou alors voter par internet, qui pour le coup se fait pas mal en France, en Suisse, en Estonie, en Australie, donc dans beaucoup de pays où le vote sur machine dans des bureaux de vote est beaucoup moins présent. Ok, alors quelles sont les notions à connaître quand on parle de vote électronique ? Alors, il faut essayer de reproduire un niveau de sécurité auquel on est habitué quand on va voter à l'urne, avec un isoloir dans un lycée ou donc en présence d'assesseurs qui vérifient que tout se passe bien. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de garanties de sécurité qui sont garanties par cette cérémonie-là, auquel on est très habitué. Et donc, les deux propriétés principales auxquelles on est habitué, c'est la première, c'est l'intégrité du scrutin. On est sûr que personne peut bourrer l'urne avec de faux bulletins ou peut modifier notre bulletin et que le résultat correspond bien à l'expression de tous les votes de personnes éligibles, de votants éligibles. On vérifie notre carte d'identité, enfin tout ça est bien là pour une raison. Et la deuxième propriété, c'est le secret du vote. On veut s'assurer que personne peut connaître notre vote, comment on a voté. Évidemment, ça c'est même le code électoral, c'est pour pouvoir voter librement. Et donc ces deux propriétés-là, on les a quand on va voter à l'urne grâce à l'isoloir qui nous protège et qui nous protège on peut voter tout seul sans que quelqu'un puisse regarder comment on vote, et grâce aux urnes transparentes et scellées qui sont observées et vérifiées par les assesseurs. Il y a peut-être une troisième propriété, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une propriété, mais c'est l'absence de contraintes. En fait, si tu vas voter dans une urne, bon alors après je peux kidnapper ta famille et te menacer, tu vas voter pour qui je veux que tu votes, et voilà. Mais sur un vote donc à distance, c'est encore plus compliqué de prouver l'absence de contraintes. Alors ça c'est une propriété qu'on étudie aussi dans le cas du vote par internet, on appelle ça la résistance à la coercition ou à l'achat de vote. En général on voit ça comme une extension du secret du vote, parce qu'on veut un secret du vote, y compris en présence de quelqu'un qui veut nous forcer à voter pour quelque chose. Donc c'est étudié, mais c'est en général, ça arrive après le secret du vote. C'est une étape d'après. C'est une forme améliorée, ouais. C'est une forme forte du secret du vote. Et donc c'est quand même les deux familles de propriétés majeures, intégrité du scrutin et secret du vote, et qui sont en fait qui paraissent incompatibles en fait, parce que on veut que personne puisse savoir comment on vote, mais on veut être sûr qu'il soit bien comptabilisé et pas modifié. Et c'est ce qui est réalisé grâce aux isoloirs et aux urnes transparentes. Et donc tout l'enjeu du vote par internet, c'est d'essayer d'assurer ces propriétés-là et qu'on ne perde pas en fait un niveau de sécurité en passant sur internet. Et est-ce que c'est possible de concilier ces choses qui semblent irréconciliables, justement ? Alors c'est tout le but de ce qu'on fait avec Lucas, par exemple, en recherche. Donc essayer de concevoir des systèmes qui assurent ces propriétés, et on arrive aujourd'hui à avoir des systèmes qui assurent un certain niveau de garantie. Donc les comparer au vote à l'urne, c'est toujours compliqué, et je pense qu'on n'y est pas encore exactement. Mais on essaie de s'en rapprocher au maximum, et par exemple avoir du secret et avoir un bon niveau de secret et un bon niveau d'intégrité, aujourd'hui c'est possible, sous certaines hypothèses bien entendu. Et alors, vous vous y prenez comment pour arriver à atteindre ce bon niveau de confidentialité, d'intégrité, etc. Alors, pour assurer le secret ou l'intégrité, dans les systèmes qu'on va développer, on va utiliser ce qui est de la cryptographie. Donc, on va essayer de chiffrer les bulletins pour cacher le vote. On va essayer de, par exemple, utiliser des signatures
pour savoir savoir par qui un bulletin a été émis. Donc avec la cryptographie, on peut faire pas mal de choses, des choses assez fortes. Par exemple, on peut prouver qu'on a voté pour un candidat valide sans révéler pour qui on a voté, par exemple. C'est tout ce qu'on appelle preuve à divulgation nulle de connaissances. Donc c'est des systèmes cryptographiques assez puissants, et avec ça, on peut concevoir des protocoles qui permettent d'assurer les propriétés. Et le point important, c'est que accumuler les briques cryptographiques, ça ne permet pas d'avoir un protocole sûr. Il faut faire attention et il faut réfléchir à comment on va les imbriquer les unes avec les autres. Et c'est pas toujours bien fait. Mais ça, c'est mieux que le vote en urne. Parce qu'une fois que j'ai mis mon bulletin dans l'urne, je suis incapable de retrouver mon bulletin parmi les dizaines ou centaines de bulletins existants. Donc c'est mieux que le vote physique. Oui. Non, le fait de pouvoir savoir pour qui j'ai voté sans révéler le secret et prouver que j'ai bien voté pour qui j'avais voté. Alors, zero knowledge proof, en fait. Donc on va prendre un protocole jouet, un petit protocole qui utilise ces 3 briques de base que Alexandre a mentionnées. Donc on va chiffrer les bulletins, donc pour qui je vote, avec une clé que uniquement les assesseurs pourront utiliser pour déchiffrer les bulletins. Et puis on va signer pour être sûr que ça provient bien de moi. Et puis on va utiliser une preuve à divulgation nulle de connaissances que j'ai bien voté pour un candidat valide. Et donc là, il y a les 2 propriétés, donc le secret du vote et l'intégrité, vont pas être satisfaites. Et donc typiquement pour l'intégrité, comment je peux être sûr que le résultat final qui est annoncé à la fin contient bien mon vote et tous les votes des gens éligibles, et pas d'autres votes qui auraient été rajoutés par celui qui organise l'élection. Et donc dans ce cas-là, celui qui en fait administre le serveur de vote, le serveur internet qui sert la page web pour aller voter. Comment on est sûr que cette personne-là ne triche pas ? C'est une bonne question. Voilà. Et en fait, non, mais c'est pour ça qu'on se rend compte qu'avec cette idée que du coup plus personne peut observer ce qui se passe, parce qu'on a donc c'est sur internet, donc il y a un serveur de vote, on ne sait pas qui l'administre, et donc on ne peut pas envoyer plein d'assesseurs là-bas pour vérifier, ils n'ont pas forcément les compétences techniques. Et donc comment on fait ? Voilà. On peut rebondir là-dessus si vous voulez. Alexandre ? Pour rebondir aussi là-dessus, il y a, je pense, une différence fondamentale entre le vote à l'urne et le vote par Internet. C'est ce que Lucas a commencé à esquisser, le vote par Internet. Tout est centralisé et tout est entre les mains, plus ou moins, du serveur de vote. Tandis que sur du vote à l'urne, tout est réparti. Donc peut-être que sur du vote à l'urne, on peut facilement truquer un bureau de vote de manière individuelle, s'il n'y a pas assez de gens qui observent l'urne ou des choses comme ça. Mais l'impact sur le résultat final sera assez faible. Tandis que sur du vote, le résultat sera limité au moins sur des élections nationales. Ouais, t'as quand même eu des élections dans un pays de l'Est il y a quelques années où tu voyais plein de vidéos sortir sur Internet de gens qui bourraient les urnes, remplaçaient les urnes, et c'était en très 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 grand nombre, c'était plutôt massif. Donc, oui, mais je sais pas de quel pays on parle, mais par exemple, je sais qu'il y a eu ça qui s'est passé en Ukraine. Un très très grand pays. Ah. Très 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 grand pays. Okay. Le plus grand pays du monde en termes de superficie. Ok, mais il y a peut-être d'autres problèmes démocratiques que dans ces pays-là, mais parce que si c'était visible, c'est qu'un problème. Mais je pense que le point de la centralisation, c'est quand même un point important quand on compare le vote à l'urne et le vote par Internet. D'un côté, c'est tout distribué sur plein de bureaux de vote, et de l'autre côté, c'est tout centralisé sur un unique bureau de vote qui va recevoir tous les bulletins. Et donc, les hypothèses de confiance qu'on peut faire sont pas forcément les mêmes. Il faut faire très attention aux hypothèses qu'on va mettre du côté serveur de vote quand on vote par Internet. Et quand on s'attaque à une telle problématique, est-ce que en fait vous travaillez à quel niveau en fait exactement ? C'est-à-dire, je reviens un tout petit peu en arrière, mais c'est quoi une journée type ? C'est-à-dire, est-ce que vous partez, on va dire, de modèles mathématiques et vous partez de ça pour essayer de construire quelque chose qui soit hyper bulletproof ? Est-ce que vous utilisez les briques qui existent déjà ? C'est quoi en fait votre journée type à tous les deux là et qu'est-ce que vous faites exactement ? Là, je pense qu'il y a deux réponses possibles, c'est chercheurs en général et nous en particulier. Ouais, vous en particulier là, typiquement sur cette problématique-là du vote électronique. Alors je pense que moi je peux répondre au moins pour ce que je fais moi. Donc moi par exemple, je vais plutôt partir des briques cryptographiques qui existent, que je sais sûr, donc je vais laisser les cryptographes concevoir des primitives de signature ou de chiffrement ou des preuves zero knowledge. Et je vais essayer d'assembler tout ça au niveau protocole. Donc je vais définir comment les messages sont envoyés, quels messages sont envoyés, mais d'un point de vue assez haut niveau.
Et le but à la fin, c'est de pouvoir décrire un protocole avec les différents acteurs, les flèches, quels messages sont envoyés, et de pouvoir dire précisément quel acteur est supposé de confiance, quel acteur n'est pas supposé de confiance, pour atteindre les différentes propriétés de sécurité que l'on veut. Et il y a tout un travail qui est sur comment on définit les propriétés de sécurité, parce que là, on a esquissé informellement, on veut du secret, on veut de l'intégrité, mais c'est des définitions assez vagues, dites comme ça. Et nous, au moins dans l'équipe, on va essayer de s'intéresser aussi à faire des preuves presque mathématiques, et donc d'avoir des définitions très précises de ces propriétés-là. Ok, et donc quelles sont les propriétés mathématiques sur lesquelles vous vous basez ? Parce que si c'est de la crypto, ça veut dire que derrière, il peut y avoir des attaques potentiellement. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on parle de crypto post-quantique, par exemple. Est-ce que vous avez des constructions qui sont résistantes au futur, on va dire, ou est-ce que c'est potentiellement vulnérable à des chutes catastrophiques, je ne sais pas comment on dit en français. Alors je pense que c'est une très bonne question et il y a deux réponses. La première qui est assez directe, qui est aujourd'hui, je ne connais pas de système de vote qui utilise des primitives post-quantiques. Donc c'est du chiffrement type Elgamal qui est utilisé. En général, il existe des cas particuliers, mais en général, c'est des primitives de type Elgamal, des chiffrements de type Elgamal, par exemple. Et c'est pour ça que la question de qu'est-ce qu'on va rendre public est une question importante. Et par exemple, on va souvent ne pas vouloir rendre public des urnes où on va pouvoir lier le nom du votant avec un bulletin, pour pas que si dans 10 ans, on sait casser le chiffrement qu'on utilise aujourd'hui, alors on apprend le vote de tout le monde. Donc ça, c'est une propriété qu'on étudie aussi et qu'on essaie de garantir. On appelle ça l'Everlasting Privacy. Donc je sais pas trop comment le traduire en français, mais donc c'est des questions qu'on se pose et c'est pour ça que publier les urnes, en général, on fait attention à ce qu'on publie en tout cas, pour pas qu'il y ait lien entre bulletin et votant. On peut le traduire par secret du vote dans le futur. Et effectivement, donc, ça couvre également les risques type ordinateur quantique qui casserait le chiffrement. C'est pris en compte. Mais au-delà de l'ordinateur quantique, il y a aussi des améliorations de performance. Enfin, tu vois, les gens qui faisaient du RSA 512, 768 dans les années 90, parce que c'est tout ce que pouvaient faire les ordinateurs à l'époque, aujourd'hui, ça se factorise sur un PC de bureau avec un bon GPU, quoi. Oui, donc c'est pour ça que, en fait, cette propriété d'Everlasting Privacy, elle va au-delà, effectivement, des attaques par ordinateur quantique. Elle dit que même si tout le chiffrement, toutes les signatures, en fait toutes les primitives crypto sont cassées dans le futur, il ne faut pas qu'on puisse violer le secret du vote d'une élection dans le passé. Et ça, on le fait en publiant moins de données qui pourraient lier en fait un bulletin chiffré et une identité. Si ça, c'est jamais visible et ça reste jamais stocké dans une base de données qui pourrait leaker, on est sûr que plus tard, on pourra ouvrir les bulletins, mais on ne saura pas par qui ils ont été castés, qu'ils ont été, comment on dit en français, envoyés. Et dans le domaine du vote électronique, comment est-ce qu'on fait pour résoudre, justement, vous l'avez évoqué, la problématique de confiance qu'on peut avoir dans le serveur en ce point centralisé? Alors justement, on fait en sorte ça, c'est le vote par Internet. Oui, pour le vote par Internet, effectivement, il y a un serveur de vote et on fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de faire confiance à ce serveur de vote. Et donc, on peut obtenir ces garanties même si le serveur de vote est complètement corrompu. C'est vraiment ça l'objectif, en tout cas pour les élections d'envergure. Et c'est même ce que dit la CNIL, parce qu'il y a des niveaux de sécurité avec des recommandations qui sont émises par la CNIL. Et donc, le serveur de vote, on devrait le considérer comme compromis. Et malgré tout, obtenir intégrité du scrutin et secret du vote. Et le côté centralisation, le fait de se dire finalement on a un single point of failure dans cette architecture, on ne pourrait pas imaginer du coup un système complètement décentralisé? Alors justement, comme je disais, on fait en sorte de ne pas avoir à faire confiance au serveur de vote. Et comment on fait ? Eh bien, on décentralise, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de single point of trust. Donc il y a effectivement un single point of failure parce qu'il n'y a qu'un web server. Mais par contre, pour le trust, pour qui va déchiffrer, etc., qui aura la clé secrète de déchiffrement, là, on distribue la clé typiquement. Donc un exemple concret, c'est que quand moi votant, je vais chiffrer mon vote et envoyer ça au serveur de vote. Je chiffre pas avec la clé publique du serveur de vote, parce que alors une seule personne pourrait déchiffrer. Non, je chiffre avec la clé publique qui est associée
à un collectif. Donc le bureau de vote aura créé une cérémonie pour générer une clé secrète partagée. Chacun aura sa chaire, aura son bout de clé. Et c'est seulement en réunissant tous les bouts de clé lors d'une cérémonie de déchiffrement que le bureau de vote pourra déchiffrer l'ensemble des bulletins agrégés. Et donc grâce à ça, je n'ai pas à faire confiance au serveur de vote vis-à-vis du secret de mon vote. Il ne pourra pas déchiffrer tout seul. C'est un exemple concret. Aujourd'hui, comment ça se passe en termes d'implémentation? Parce qu'il y a beaucoup de systèmes crypto qui sont bons théoriquement, mais la plupart ont été cassés par des problèmes d'implémentation ou même de matériel, de mauvaise mise en œuvre des principes, etc. Je ne sais pas si ça s'applique plutôt aux machines à voter, mais si par exemple le générateur d'aléas est déterministe, toutes ces cérémonies de clés et autres, en fait, les clés utilisées dans les bureaux sont les mêmes, quoi. Donc aujourd'hui, au niveau implémentation, qu'est-ce qui existe et on en est où? Alors, je dois avouer que le niveau implémentation, c'est pas mon domaine d'expertise en particulier, mais comme l'objectif, ce n'est pas de réinventer les primitives cryptographiques qu'on va utiliser. Très souvent, on peut réutiliser des implémentations de librairies standards qui sont acceptées par la communauté. Je ne définis pas ce qu'est la communauté. Mais si tu utilises une fonction OpenSSL, elle a quand même des arguments que tu dois y passer. Enfin, ces primitives sont de quel niveau? C'est des primitives vraiment type Boring SSL ou c'est des primitives complètes faites dans des librairies dédiées au vote électronique? Non, il n'y a pas vraiment de librairie dédiée au vote électronique. Et donc, effectivement, il y a une marge d'erreur dans la mise en place de ces primitives de base. Mais il faut quand même dire qu'il y a, pour les élections d'envergure, type niveau 2 ou 3 de la CNIL, il y a des audits de l'implémentation faits par des auditeurs mandatés par... faits par des auditeurs qui sont des auditeurs CNIL et qui doivent du coup évaluer entièrement la base de code. Ils ont accès à la base de code et c'est seulement si l'audit ne trouve pas de gros problèmes majeurs dans l'implémentation que le système peut être utilisé, peut être labellisé niveau de sécurité niveau 2, niveau 3, etc. Donc c'est pas n'importe qui peut lancer son système de vote comme ça pour une vraie élection. Ah, la CNIL, elle fait des audits de code elle-même? Non, c'est des experts qui vérifient la conformité d'un système avec des recommandations émises par la CNIL. Et cette conformité dure combien de temps? C'est-à-dire à partir du moment où on a ce coup de tampon, il est valable à vie, 5 ans, 10 ans? Alors aujourd'hui, la CNIL demande à ce que le système soit audité pour chaque élection. Donc c'est valable pour l'élection qui va être organisée et le système doit être audité pour l'élection jouée dans 2 semaines. Et je pense que c'est une des problématiques pour la qualité de ces évaluations. Faut peut-être préciser que pour des grandes élections plus d'envergure, type élections politiques, comme le cas des législatives des Français de l'étranger, là c'était plus poussé. Hein. On a eu un vrai audit externe, il y a eu l'ANSSI, il y a eu pas mal de gens qui ont eu accès au code. Voilà. Oui, je pense que là, c'était bétonné. Il se trouve que non, au final. Ah! Il y a aussi un problème qui est comment tu garantis que le code qui tourne, c'est celui qui t'a audité. Parce qu'il y a quand même une histoire... Enfin, aujourd'hui, la supply chain, la chaîne d'approvisionnement en français, c'est comme un sujet important dans le monde de l'informatique. Tu peux donner une base de code à auditer, mais après, tu as des machines physiques, tu as des updates de firmware, tu as des ports USB, tu peux mettre à jour... Enfin, ou même pour des serveurs web, c'est pareil. Hein, est-ce que tu as déployé depuis la dernière, le bleeding edge du Git, ou est-ce que tu as déployé la version auditée, quoi? Ah ben, le code audité, signé, homologué, il doit plus bouger. C'est ça, il vérifie mais la signature, mais ça reste t'as peu de relativement système faible, d'exécution qui vérifie à la signature ou le hash à l'exécution d'un programme. Tu as quelques systèmes supportés par le noyau Linux, mais personne ne les active en prod. Oui, je suis d'accord que c'est des garanties qui sont assez faibles. C'est juste simplement, il y a des cérémonies et c'est beaucoup de théâtre. Où lors de l'installation de la machine, le bureau de vote électronique va devoir vérifier que le code qui va être installé a le bon haché vis-à-vis de la version auditée, etc. Mais ça reste du théâtre, j'ai envie de dire.
Et pour les parties, pour revenir sur les élections à très fort enjeu, par exemple pour les élections qui ont été faites pour les élections législatives en 2022-2023, une partie du système est faite sur des machines offline, donc hors ligne, pour renforcer les garanties de sécurité qu'on peut avoir dessus. C'est des machines installées uniquement pour ça. C'est clairement pas parfait, mais ça renforce un peu les sécurités qu'on peut avoir sur ces appareils-là. Typiquement, le décompte était fait sur une machine complètement hors ligne, dissociée du serveur de vote qui lui était en ligne pour collecter les bulletins. Et ces machines, du coup, sont quand même connectées sur le réseau pour les patcher de temps en temps, ou non, elles sont vraiment laissées dans un placard à l'abandon et seulement utilisées à cet escient une fois de temps en temps. Par contre, on n'y touche pas et on les met pas à jour. C'est des machines qui sont utilisées que pour une élection. Hein. C'est des machines qui sont installées que pour une élection. Que pour une élection, et ensuite, après, elle est détruite ou elle est remasterisée ou ghostée. Ouais. Et du coup, juste pour rebondir, donc je pense que pour les législatives, c'est un bon exemple parce que vraiment toutes les bonnes pratiques ont été mises en place. Beaucoup de gens ont eu accès au code, l'ANSI a regardé, il y a eu un audit externe de EY, etc. Mais malgré ça, quand avec Alexandre, on a regardé le protocole qui était utilisé, on a trouvé des failles. On a trouvé 2 problèmes majeurs dans le protocole qui violaient l'intégrité du scrutin et qui également violaient le secret du vote. Et en fait, ces failles, elles sont au niveau du protocole. Donc c'est là où c'est intéressant et c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est qu'on a beau faire tout ce qu'on peut pour bétonner justement ces primitives et les briques de base, si on les assemble mal au niveau d'un protocole, on se retrouve avec du coup des garanties de sécurité qui sont complètement violées. Et voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est vraiment un exemple typique de ce qui s'est passé. Et ça, c'est différent des problématiques d'implémentation mentionnées par Nicolas tout à l'heure. C'est ça. Alors, il y avait 2 attaques majeures. La première sur l'intégrité était due à un problème d'implémentation, mais on peut le voir comme un problème de protocole, mais en fait c'est un peu lié parce qu'il n'y avait pas vraiment de spécification en détail de leur protocole. Et on peut le voir comme un problème. C'est entre la spécification et l'implémentation. Et tu peux détailler la faille en question, qu'on comprenne un peu mieux ? Donc il y avait 2 failles. La première, c'était qu'il y avait des preuves à divulgation nulle de connaissances, pour prouver que mon vote est valide et je ne suis pas en train de mettre un faux bulletin qui pourrait ensuite falsifier le résultat final. Et donc dans ces preuves à divulgation nulle de connaissances, on met tout le contexte de l'élection pour pas qu'on puisse les réutiliser ailleurs, etc. Et là, le problème qu'il y avait avec ces preuves, c'est que dans leur contexte, il manquait l'urne dans laquelle je veux soumettre mon bulletin. Ce qui faisait que mon bulletin avec sa preuve, le serveur de vote qui peut être malicieux, peut être compromis, il peut déplacer mon bulletin dans une autre urne, là où je voulais pas voter. Parce que cette preuve reste valide dans une autre urne. Et donc ça, c'est une première faille au niveau protocole qui peut être exploitée pour violer le secret du vote. Donc tout ça, on l'explique dans notre papier académique, mais là, je donne vraiment dans les grandes lignes. Et la seconde vulnérabilité, le second problème, c'est qu'en fait, pour s'assurer que mon bulletin sera bien pris en compte et sera jamais supprimé ou modifié, je calcule mon client de vote dans le navigateur, au moment de cliquer sur « Je vote », il calcule un haché de mon bulletin. À peu près, je résume. Et ce haché, je peux l'imprimer, je peux le sauvegarder. Et plus tard, à la fin de l'élection, je peux revenir et demander et vérifier que ce haché apparaît bien sur l'urne finale. Et donc, du coup, mon bulletin n'a pas été supprimé. Et le problème, c'est que dans les clients de vote, le haché qui était affiché à l'écran pour que je puisse vérifier plus tard, ou stocké dans le PDF que je pouvais sauvegarder pour vérifier plus tard, était envoyé par le serveur. En fait, il y avait 4 versions de hachés. Il y en avait qui étaient calculées en local dans le client, donc c'était les vrais hachés, d'autres qui étaient envoyés par le serveur, et il y avait des tests de consistance qui étaient mal faits, et on a montré qu'un attaquant pouvait du coup m'envoyer un faux haché, me le faire afficher, et moi je croyais que c'était le haché du bulletin que j'ai envoyé, alors que c'est le haché d'un bulletin que l'attaquant a choisi. Ouais, c'était les 2 problèmes. Ouais, enfin, d'ici là, arriver à falsifier le résultat du vote, il y a du boulot. Hein. Alors, ce qu'on a montré, c'est que un serveur de vote compromis, ou plus simplement un attaquant qui contrôle
le canal TLS, donc, qui est juste d'un des deux côtés du canal, peut modifier tout le résultat de l'élection sans être détecté. Et peut apprendre le vote d'un nombre non nul de votants. Et par nombre non nul de votants, ça dépendait du nombre d'urnes dans lequel il n'y avait pas beaucoup de bulletins qui étaient envoyés. Parce que pour les élections législatives, il y a beaucoup d'urnes pour les Français de l'étranger. Et il y en a certaines où il y a très peu de votants. Il y a des exemples où on a juste 2-3 votants. Et donc on peut exploiter ces urnes. J'ai pas compris comment on pouvait changer le résultat. Une fois que, Alors c'est... donc, il y a une attaque très simple qui est une fois que je peux donner un faux reçu, donc un reçu pour un autre bulletin à un votant. Tout ce que je vais faire, c'est supposons que Lucas veuille voter et que Johan veuille voter. Ce que je vais faire, moi je vais calculer un bulletin, je vais l'envoyer, comme ça je suis sûr qu'il est dans l'urne, et après je vais donner à Lucas et à Johan le même reçu, qui correspond à mon bulletin à moi. Et comme ça, j'ai supprimé le bulletin, un des deux bulletins moralement. Et si jamais Mais ça je peux même sous-entend choisir que tu as déjà le vote qu'il y a dans ce bulletin-là. Ça veut dire que tu as déjà quand même la main sur le système de vote. Que tu quand même t'as au moins des privilèges élevés à ce niveau-là, non? Donc c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait on veut absolument éviter un single point of trust. Donc on veut absolument éviter que la personne qui administre le serveur puisse réaliser ce genre d'attaque. Et donc après il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça peut être juste une middle box TLS qui peut déchiffrer du coup le canal TLS donc du côté serveur ou du côté client. Et aussitôt l'attaque est réalisable. En fait il y a plusieurs compromissions possibles à différents niveaux qui pourraient rendre cette attaque possible. Et ces vulnérabilités, elles ont été découvertes post-élection? Pendant l'élection, mais en fait, historiquement, il y a une spécification partielle du système qui a été rendue publique un mois avant l'élection en 2022. Et c'est là-dessus qu'on a commencé à regarder parce qu'on s'est dit, cool, il y a un nouveau document qui décrit un protocole, on va aller regarder. Mais le problème, c'est que la spécification elle était partielle, donc on a dû attendre que l'élection arrive pour avoir accès, par exemple, au JavaScript qui était envoyé aux votants, pour comprendre exactement ce qui était fait. Le JavaScript n'était pas totalement offusqué, mais il n'était pas vraiment clair, il n'était pas très propre, on va dire. Donc ça demande du travail, et donc globalement, on a les deux problèmes qu'on a trouvés, on les a trouvés, je pense, à la fin du premier tour, si je ne dis pas de bêtises. Et on l'a remonté à l'ANSSI en faisant une remontée de vulnérabilité autour du second tour. Toutes les discussions qu'on a eues après avec l'ANSSI, le ministère des Affaires étrangères et le vendeur ont été faites durant l'été. Donc l'élection était en mai et début juin. Et on a discuté avec eux jusqu'à septembre à peu près sur l'impact des attaques qu'on a trouvées, sur comment les corriger. Parce qu'elles ont été corrigées, il y a des élections qui ont eu lieu en 2023. Parce que certaines circonscriptions ont été annulées. Et donc ils ont réutilisé le système, et cette fois-ci corrigé suite aux remontées qu'on a faites. Et donc en 2023, le système était strictement plus sûr que ce qu'il était en 2022. Et est-ce que l'exploitation de ces vulnérabilités laisse des traces? Est-ce qu'on peut déterminer si ces exploitations de si ces vulnérabilités ont été exploitées? Alors ça dépend du modèle d'attaquant qu'on se prend. Donc si on fait confiance au serveur de vote, alors il va tout loguer. Enfin, il va loguer suffisamment d'informations, disons, pour qu'on puisse détecter l'attaque après coup. Mais ce qu'on dit nous, c'est que c'est pas un modèle d'attaquant qui est raisonnable dans le cas du vote électronique, ce que semble dire la CNIL également. Et donc du coup, s'il y a compromission du côté serveur de vote, alors certaines choses peuvent être mal loguées ou loguées comme on l'entendrait. Et du coup, dans ce cas-là, on dit que dans ce modèle d'attaquant, alors les attaques sont indétectables. On ne peut pas savoir après coup s'il y a eu attaque ou pas. Et si on veut comparer le modèle, donc faire confiance au serveur, et qu'on veut comparer ça à ce fait du vote à l'urne, ça voudrait dire faire confiance à tout l'organisateur de l'élection, donc c'est-à-dire à l'État pour les élections législatives. Et c'est pas une hypothèse qu'on fait habituellement du vote à l'urne. Dans le vote à l'urne, on suppose la confiance des assesseurs dans leur globalité, mais les assesseurs sont normalement représentatifs des votants. Faut quand même s'imaginer si vous allez au lycée pour voter, et là il y a une grande salle avec une seule personne derrière la boîte transparente, et puis vous rentrez un par un à chaque fois en fermant la porte, et quand vous quittez la pièce, la personne est seule avec lui devant elle. Je pense qu'on n'aurait pas trop confiance, quoi. Oui, totalement. Oui. Ouais, c'est ça. Et peut-être une petite question comme ça sur ces systèmes entre la France, les États-Unis, la Suisse. Enfin, vous travaillez sur tout type de système de vote.
Vraiment, c'est à l'international. Je sais pas, est-ce que vous vous spécialisez? Et du coup, question subsidiaire, est-ce que vous voyez des différences majeures entre les systèmes? Alors, à Nancy, on travaille beaucoup avec la Suisse, parce que la Suisse est un pays plutôt avant-gardiste sur le vote électronique. Ils ont fait quelques allers-retours, mais maintenant ils y sont et ils sont relativement avant-gardistes. Donc les systèmes qui sont utilisés en Suisse sont assez différents de ceux utilisés en France, parce que ils n'ont pas forcément les mêmes types d'élections, ils ne donnent pas les mêmes hypothèses. Par exemple, en Suisse, il est acceptable de demander que les votants reçoivent du matériel par la poste, alors qu'en France, ça serait pas acceptable d'un point de vue organisationnel, les organisateurs ne l'acceptent pas. Donc, comme on n'a pas les mêmes hypothèses, on ne va pas concevoir les mêmes systèmes. Il y a d'autres pays où les systèmes ne sont pas les mêmes parce que les élections n'ont pas la même complexité. Par exemple, je prends l'exemple de l'Australie, ils ont besoin de systèmes où la fonction de comptage est très très particulière. Donc on ordonne les candidats, puis en fonction de lequel arrive en premier sur le premier round, on va enlever tous les votes du premier, on va les reporter sur le deuxième, avec des fractions qui apparaissent, etc. Du coup, on a besoin d'avoir des fonctions de comptage particulières. Et là, c'est pareil, ça impose des contraintes sur les systèmes qu'on conçoit. Donc les systèmes en eux sont différents, mais les objectifs sont les mêmes. Donc dans les deux camps, on veut de l'intégrité, dans les deux camps, on veut du secret. Donc les solutions ne sont pas exactement les mêmes, mais les objectifs, eux, restent les mêmes. Et en Suisse, qu'est-ce qui est envoyé physiquement ? Alors en Suisse, ils reçoivent un bulletin papier, et dans le bulletin papier, il y a donc ils utilisent ce qu'on appelle les codes de retour. Donc sur le bulletin papier, il va y avoir la liste de candidats avec une liste de codes en face. Et quand les votants ils vont envoyer leur bulletin sur Internet, le serveur il va devoir leur renvoyer un code de retour. Et il faut que le code qui est renvoyé par le serveur corresponde à celui qui est affiché sur le bulletin papier. Si c'est le cas, alors le votant il aura la garantie que le bulletin qui est envoyé, qui a été accepté par le serveur, correspond vraiment à son intention de vote, y compris si son appareil de vote, donc son client de vote, est malhonnête et compromis. Donc ce bulletin papier, ça permet d'avoir cette garantie en plus, qu'il est dur d'avoir si on se donne pas cette hypothèse-là. C'est pas impossible, mais c'est plus dur à avoir. Typiquement pour les Français de l'étranger en France, on n'a pas de bulletin papier, donc on n'a pas de base de confiance. Et donc en 2022 ou 2023, il était possible, si le client de vote était compromis, de modifier le vote du votant. Le votant, il ne pouvait pas vérifier que son vote contenait bien son intention. Donc, ouais. Mais en fait, ce que tu cherches ici, c'est juste avoir un canal off-band, donc en fait, potentiellement un SMS ou quelque chose comme ça pourrait remplacer un système papier. Oui, sauf qu'il faut un canal qui est de confiance, parce que sur ce canal-là, en ayant accès à ce canal-là, on peut apprendre le vote du votant. Et donc, il faut faire attention, utiliser un SMS, est-ce que ça sera acceptable ? Je ne sais pas, c'est un arbitrage à faire. Est-ce qu'on veut que notre fournisseur Internet, ou fournisseur de réseau, sache pour qui on a voté ? C'est une hypothèse à étudier, mais c'est ça la principale problématique. Ce canal-là, souvent, il permet d'apprendre le vote du votant. Aujourd'hui, dans les systèmes actuels, il y a des approches qui vont se baser sur l'utilisation d'un second appareil pour récupérer cette garantie-là, et donc on aurait une garantie qui est, si l'un des deux appareils, donc typiquement je vote sur mon ordinateur et j'utilise mon smartphone pour vérifier, si un des deux appareils est non compromis, alors on aurait les garanties qu'on veut. Donc encore une fois, on l'a réparti entre deux, ça peut être une solution, c'est plutôt celle qui a exploré aujourd'hui. Aujourd'hui, le vote par Internet, il est hyper commun et hyper répandu pour autre chose que les élections pour les politiques. Par exemple, les élections au Conseil de l'Ordre, voilà, au CSE, enfin, toutes les élections dans les associations où il y a besoin d'un peu de trucs officiels, sérieux, parce que l'association est reconnue d'utilité publique ou je ne sais quoi. Donc il y a énormément de solutions franco-françaises. Vous savez si ces solutions, elles implémentent toutes les bonnes pratiques que vous avez citées ? Non, mais peut-être vous savez pas. On peut pas donner de nom, je crois. Non, mais je dis ça en général, je n'ai cité aucun produit, même si j'en connais pas mal. Je pense qu'une des réponses, c'est le niveau est très hétérogène entre les différentes solutions. Il y a quelques solutions qui ont un niveau acceptable. Il y en a beaucoup, on sait qu'il y en a quelques qui ont un niveau très contestable. Et il y en a beaucoup où on ne sait pas parce qu'il y a très peu de transparence en France sur les systèmes utilisés. Ce qui, par exemple, n'est pas le cas en Suisse où la législation impose d'avoir beaucoup plus de transparence sur le protocole qui est utilisé, le système qui est utilisé. Mais est-ce que les plus chers sont les meilleurs ? C'est quand même la question de base. On ne connaît pas les tarifs, donc on ne sait pas.
Et ce qui revient aussi à poser une autre question, qui est est-ce qu'il existe des solutions open source vérifiées, fiables d'après la communauté et que n'importe qui peut déployer, tu vois, dans une association ou un truc comme ça? Oui, ça existe, ouais. Alors, et il y en a une qui est développée dans notre équipe. Ouais, donc à Nancy, on développe Belenios. Notre équipe et l'équipe de cryptographes d'à côté développent Belenios. Donc c'est un système de vote open source, gratuit, qu'on peut utiliser. Il y a des serveurs sur lesquels on peut directement organiser une élection ou alors on peut déployer une instance sur ses propres serveurs si on veut. Mais ils vendent pas en fait, c'est ça gratuit, le truc, c'est que tu pourras pas l'utiliser. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de support qui est vendu avec, vu que c'est pas une entreprise qui le vend, c'est un projet de recherche pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça limite l'utilisation dans le cas, typiquement, il y a beaucoup d'exemples où des universités voudraient l'utiliser, mais comme c'est pas un produit, comme il n'y a pas de support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Justement, pour vous aider, est-ce que vous pensez que c'est une bonne opportunité pour une entreprise de services en logiciel libre que de prendre à bras-le-corps ce produit pour offrir la partie support et commercial qui serait nécessaire? Alors, c'est ce qui est en cours de montage à l'INRIA. Il y a une personne qui développait originalement Belenios, qui essaye de monter une start-up qui devrait se lancer courant 2024. Je n'ai pas les dates entières parce que je ne suis pas dans le projet. Mais c'est sur le papier, c'est dans les clous. Après, il faut entrer sur le marché où il y a des grands acteurs qui ont une force de communication et qui peuvent supporter beaucoup d'élections en parallèle. Mais c'est le côté commercial. Je suis chercheur, je m'en détache. Du coup, est-ce que vous êtes basé sur des scénarios de risque ou des analyses de la menace par rapport justement à des campagnes qui auraient pu cibler ou impacter des systèmes de vote? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns? Donc, nous, on ne fait pas tellement d'analyse de risque quantitative. Nous, on se prend vraiment donc, la façon dont on travaille, c'est qu'on se prend un modèle d'attaquant, un modèle de confiance, et puis une propriété de sécurité. Et pour nous, donc on a remonté le problème via l'ANSSI pour les problèmes qu'on a mentionnés tout à l'heure. On leur dit ceci est possible dans ce modèle de confiance avec ces hypothèses-là, et c'est à vous en fait de quantifier le risque, quantifier la perte si jamais c'est exploité, et du coup de faire les arbitrages nécessaires. Et du coup ils l'ont fait, ils l'ont fixé, ils ont fixé le problème. Donc en l'occurrence, je pense que c'était un problème. Mais nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. L'analyse de risque, on fait pas trop. Et la question, je crois, c'est est-ce qu'il y a des cas avérés de fraude électronique, aussi bien en ligne qu'en machine physique? C'est-à-dire des cas où il y a eu des... Enfin, c'est pas exactement la question de Jamila, mais du coup, ça me donne envie de poser cette question parce que ça permet aussi de savoir quel est le point le plus faible. En fait, les attaquants vont toujours à la solution la plus simple, qui parfois peut être juste la clé à molette. Alors, je pense que c'est une bonne question à laquelle il est difficile de répondre. Parce que souvent, les attaques qu'on va montrer, c'est des attaques qui sont indétectables. Parce que souvent, attaquer des élections, ça a quand même un enjeu significatif et on ne veut pas se faire attraper. Mais pour autant, il y a plusieurs exemples. Je dis exemple aux États-Unis, sur des machines à voter, où ils ont moins peur, ils sont peut-être plus showman pour communiquer, où il y a des gens qui se sont amusés à jouer à Pac-Man sur des machines à voter, pour montrer que c'était possible de faire à peu près n'importe quoi sur la machine. Donc sur les machines à voter, ça a été expérimenté. Sur du vote par internet, c'est plus compliqué à avoir. Et même nous, quand on Tu avais un exemple en 2000, alors, je crois que c'est 12-10, le district de Columbia, qui avait fait justement un système de vote à voter, un pilote. Et ils se sont fait poncer, je crois, en 36 heures. Tout a été éclaté en quelques heures et ils sont tout bloqués. Mais après, même, il y a des problèmes. Il y a des limites législatives organisationnelles pour essayer de jouer avec ces systèmes. Par exemple, en France, ces systèmes sont toujours offline, toujours hors ligne, sauf pendant des vraies élections. Et quand on essaye de jouer pendant des vraies élections, on n'a pas le droit de jouer avec. Nous, par exemple, en tant que chercheurs, on n'a pas le droit d'essayer de tester la sécurité du système, vu qu'on nous dit que c'est des vraies élections. Et donc, ça rend l'étude assez difficile. Il n'y a que des attaquants qui peuvent le faire, des attaquants plutôt malicieux ou mal intentionnés, on va dire. Donc ça aide pas non plus pour étudier la sécurité du système. Tant qu'il n'y a pas de transparence, c'est compliqué. Il n'y a pas de bug bounty non plus. Donc vraiment, si on veut être hacker white hat, on peut pas quoi. On peut pas. C'est forcément ça va impacter une vraie élection.
Ça, c'est en France, puisqu'en Suisse, ils ont eu un programme de bug bounty, et aux États-Unis, ils ont fait au DEFCON Village, enfin DEFCON 30, ils ont fait un village avec des machines à voter où les gens pouvaient pirater des machines qui avaient été apportées pour ça dans une conférence de hacking. Quoi. Oui, tout à fait, ouais. À l'étranger, ça va beaucoup plus loin, et typiquement, je pense là-dessus, la Suisse, c'est vraiment un très très bon exemple, où tout le code est rendu public sur GitLab, on peut faire des élections de test, il y a une spécification relativement claire du système qui est publiée, et tout ça à côté avec des bug bounty avec des récompenses généreuses. Par exemple, nous on a trouvé une attaque aussi sur le protocole en Suisse de secret, où on avait été récompensé avec d'autres collègues du labo. Et la Suisse, ils font aussi beaucoup appel à des revues d'experts. Donc pour qu'un système soit accepté, il faut qu'il soit relu par des experts du vote électronique, des experts mondiaux, donc belges, australiens, anglais. Donc ils vont vraiment chercher assez loin. Et il y a une vraie transparence sur le système qui est utilisé. Parce que la différence, c'est que la Suisse ont des votations quasiment tous les mois. Donc en fait, chaque mois, ils votent sur 50 ou 100 sujets différents. Ce qui fait que c'est un vrai gain de temps d'avoir des systèmes de vote électronique. Oui, il y a plus des élections compliquées parfois où ils peuvent... En France, globalement, on n'est pas habitué à avoir des élections où on doit choisir beaucoup de candidats. Très souvent, on doit choisir entre 10 candidats, on va dire. En Suisse, ils peuvent avoir des bulletins où ils vont avoir 300 noms. Et ils vont devoir en choisir 70 parmi 300. Et donc, ça crée des bulletins très compliqués. Et donc là, que ce soit remplir le bulletin ou juste faire le décompte des voix après sur des bulletins papier, c'est fastidieux. Et donc, utiliser du vote électronique, là, c'est utile. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils poussent dans ce sens-là. Bon, alors, finalement, est-ce que la blockchain, c'est pas une solution au problème du vote électronique ? Alors, c'est une bonne question. Et on l'entend souvent via les entreprises qui vendent des systèmes de vote électronique, qui se vantent d'utiliser la blockchain pour avoir plein de garanties. Et il faut se méfier de ces arguments-là, parce que la blockchain, c'est un outil qui permet d'avoir certaines garanties, mais ça fait pas tout. Ça peut contribuer à améliorer, par exemple, l'intégrité, vu qu'une blockchain, ça va être public, non modifiable. Donc pour l'intégrité, ça a tendance à apporter des garanties, mais ça a des désavantages. Typiquement, ça fait rien, ça apporte aucune garantie au niveau du secret. Donc c'est pas parce qu'on utilise une blockchain qu'on va avoir du secret. Au contraire, ça peut avoir tendance à dégrader le secret, vu que tout est rendu public. Donc par exemple, si dans 10 ans, je sais déchiffrer un bulletin parce que j'ai des ordinateurs plus puissants ou j'ai un ordinateur quantique, j'ai tout perdu. Et ça peut changer aussi les hypothèses de confiance, parce que déployer une blockchain où je suis le seul mineur, les hypothèses de confiance sont assez moyennes. Donc il faut faire attention à qu'est-ce qu'on entend par utiliser la blockchain et quelle garantie ça peut apporter. Donc c'est une solution, mais peut-être c'est pas la plus efficace ou la plus simple pour atteindre certaines propriétés de sécurité. Ok, est-ce que vous souhaitez apporter le mot de la fin ? Quel serait-il ? Pour moi, je pense que une conclusion sur l'état du vote électronique, c'est une solution qui peut être utile, qui peut apporter des choses, mais qu'il ne faut pas utiliser de manière naïve. Et il faut se questionner sur à qui on fait confiance quand on vote et quelles garanties on a. Et est-ce qu'on les accepte ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'on vote trop souvent sans faire attention. On me demande de voter pour l'élection des législatives, mais à qui j'ai fait confiance ? Est-ce que ça change les hypothèses que j'ai par rapport à si je votais à l'urne ? Et est-ce que le secret est vraiment garanti ou non ? Est-ce que le résultat est vraiment sûr ou non ? Donc se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a ou pas quand on vote par Internet. Essayer d'être critique un peu sur les systèmes. Il faut, je pense, aussi replacer de manière plus globale, dans le cas particulier des Français de l'étranger, la première raison de la mortalité des Français à l'étranger sont les accidents de voiture. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, la quantité de Français qui doivent faire des dizaines, des centaines de kilomètres en voiture sur des routes dangereuses pour aller voter aux élections est suffisamment non négligeable pour que chaque élection provoque beaucoup de morts de Français à l'étranger. Donc dans ce cadre-là, le vote par Internet prend un sens aussi différent pour nos élections des Français de l'étranger. Tout à fait, c'est quels apports on a versus quels risques on a. Et pour les Français étrangers, ça peut être pertinent pour éviter d'avoir à faire 2000 km pour se rendre dans son ambassade pour voter. Mais dans d'autres élections, ça peut être utile par exemple pour faciliter l'accès au vote pour des personnes en situation de handicap par exemple,
ou dans certains pays où c'est pour faciliter le décompte des voix, pour éviter qu'il y ait moins d'erreurs quand on décompte. Et quand on a des fonctions de comptage qui sont complexes, peut-être qu'il y a moins d'erreurs si on utilise l'ordinateur que si on fait des décomptes à la main. Donc ça peut ouvrir aussi des portes, des perspectives pour avoir d'autres façons de voter. Donc je suis d'accord, mais tout ça c'est des arguments, c'est une balance à trouver entre qu'est-ce qu'on a versus qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on gagne versus qu'est-ce qu'on perd. Et aussi, il faut faire attention à l'argument fallacieux de ça va augmenter la participation des jeunes et compagnie. Donc ça, c'est pas prouvé, voire ça a été contredit par des études. Donc ça, c'est un problème politique, c'est pas un problème technologique. Qu'on ne traitera pas ici. Bon, en tout cas, Alexandre, Lucas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices, aux contributeurs. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.